Maintenant, quels sont très rapidement les avantages, les atouts de l'agriculture urbaine? C'est rapide, je vais aller très rapidement. C'est clair que c'est un levier pour le développement social et éducatif. C'est clair que ça développe la pratique de l'exercice citoyen. C'est-à-dire que les gens vont, ils savent ce que c'est que la terre, ils voient un peu le travail de la terre, ils savent comment sont produits les produits qu'il a chez lui à la maison. Et là, une petite parenthèse, dans une salle de classe en Amérique, dans une ville fin fond du Texas, on a posé la question aux petits élèves, on leur a dit, vous savez d'où vient la tomate? Et ils ont tous dit, ben, monsieur, ça vient du ketchup. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas quel est le cycle, si vous voulez, de fabrication, de production de ces aliments qui paraissent à un moment donné, ça paraît élémentaire, mais les enfants sont un petit peu déroutés, un petit peu désorientés par le fait qu'il n'y ait plus aucun contact avec la terre. Donc, c'est clair que, je l'ai dit, ça renforce les liens communautaires. C'est un levier aussi pour le rayonnement économique de la ville à tous les niveaux. C'est un levier aussi pour une dynamique d'équilibre territorial, de solidarité et de mixité fonctionnelle. Mixité sociale ou fonctionnelle, c'est la même chose. Alors, comme le titre le dit très bien, c'est un carrefour entre les lieux de vie et les lieux de production. Pour cela, ça aide énormément pour maîtriser le développement urbain. Je parle de cet étalement urbain et Meknès en est un cas incroyable. C'est-à-dire cet étalement urbain qui prend des proportions énormes, sachant qu'à l'intérieur d'un certain périmètre, il est possible de faire vivre autant de populations que celles qui sont en train d'aller à 5-10 km. Et puis, écologiquement et du point de vue environnement, c'est clair qu'une ville étalée comme celle de Meknès est très, très difficile, si vous voulez, d'un point de vue... Elle n'est pas économe. Les transports en commun, tous les systèmes de... on appelle ça, les VRD, les réseaux, les voiries, les réseaux divers, etc. Donc, c'est clair que cette ville qui s'est étalée de cette manière, on se demande est-ce que c'est logique ou bien c'est la spéculation, c'est un certain nombre de phénomènes qui ne sont pas du tout logiques avec l'agrandissement d'une ville en fonction d'une population ou de la croissance d'une population. Donc, je l'ai dit, ça réduit les empreintes environnementales, et ça permet d'avoir une préservation de la biodiversité, et puis, je répète encore, j'insiste sur ça, c'est l'agriculture de proximité, c'est-à-dire ce qu'on appelle les circuits courts. On pourra peut-être détailler ça plus tard. Ça peut donner aussi lieu à la création de modèles innovants. C'est-à-dire, dans cette petite agriculture de petites parcelles, il est possible de trouver d'autres possibilités, d'autres alternatives à l'agriculture industrielle intensive. Et bien sûr, ça crée des emplois. Je vais maintenant, je parlais des deux premières notions de l'urbanisme et de l'agriculture. Maintenant, j'y ajoute le tourisme, pour former ce mot qui est nouveau et qui est intéressant, celui de l'agritourisme. Je commence par une définition pour dire l'agritourisme est défini comme une activité touristique en lien avec une exploitation agricole. Rien de... Il n'y a aucune notion autre, nouvelle que celle de relier le tourisme à une exploitation agricole. Maintenant, elle peut être pratiquée sur l'exploitation agricole, comme elle peut être utilisée aussi une de ses composantes. On va y arriver tout à l'heure, je vais vous dire lesquelles des composantes. Donc elle fait interagir le territoire ressource, c'est-à-dire la terre, les politiques de développement local, et là c'est important que ces politiques accompagnent et encouragent l'activité agritouristique. Elle peut contribuer à faire valoriser l'espace urbain, parce qu'après tout c'est de l'espace vert. Donc cet espace vert dont on a besoin pour respirer, pour avoir de l'oxygène en ville,
quelle est la meilleure solution? Quelle est des solutions que de mettre du verre et en même temps que ce verre soit producteur de richesse. Alors, ce que je disais tout à l'heure, il y a 4 champs qui peuvent sortir de cette activité de l'agriculture urbaine. C'est bien sûr l'hébergement en milieu rural. Et je crois que tout à l'heure, mon prédécesseur en avait parlé. Il avait dit que c'était une niche intéressante parce que Meknès lui trouvait une vocation, une particularité, une niche, comme on dit, qui puisse être autre chose que Marrakech, autre chose que Fès, se démarquer de ces tourismes, disons, à forte implication culturelle ou autre. C'est possible que cette niche puisse trouver quelque part un prolongement et puis créer d'autres possibilités au niveau d'un tourisme d'hébergement, je dis bien, en milieu rural. Donc là, on y met les fermes, on y met les auberges, les gîtes, les chambres d'hôtes, camping à la ferme aussi, ça peut être quelque chose de très intéressant à utiliser, à exploiter. On peut faire aussi la restauration à base de produits locaux. On peut faire aussi de la vente de produits du terroir. Et tout ça, c'est facile à mettre en place. Et puis, bien sûr, il y a des services divers. Ça peut être des activités de loisirs, sportifs, culturels, les fermes pédagogiques avec les petits animaux de la ferme, etc., etc. Et Dieu sait ce que c'est important du point de vue éducation pour les enfants. Alors, et là, je bascule, je vais rapidement pour vous dire, j'ai parlé de l'agriculture urbaine, j'ai parlé de l'agritourisme, et bien entendu, on plonge dans Meknès pour dire que Meknès a la chance d'avoir 3 vallées. Et ces 3 vallées traversent, je ne sais pas si c'est la ville qui traverse les vallées ou c'est la vallée qui traverse la ville, mais on a la chance aujourd'hui d'avoir 3 vallées qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, préservées et en même temps presque constituent une centralité dans cette ville. Elles sont accessibles de par ces vallées, ou bien la première, la vallée de Boukren, on peut la voir de partout. Elle démarque ce paysage de la ville. Et en même temps, c'est pas moi qui le dis, c'est une charte qui a été faite, étudiée par l'agence urbaine et par l'école d'architecture de Rabat, pour dire que les gens ne savent pas qu'il y a une vallée. Elle est méconnue, elle n'a pas de visibilité, elle est excentrée, elle est marginalisée. Et donc on se demande comment ça se fait qu'on n'ait pas plus de circuits, plus de traversées, plus de mise en valeur de ce paysage. Alors donc, c'est clair, je ne vais pas dire ce qui a été écrit là, vous le voyez, c'est une force touristique de ce territoire. Il faut l'utiliser. Mais il y a des faiblesses aussi, et il faut les corriger. Meknès, avec ses vallées, il y a une tradition de culture urbaine, avec les Assad, Jnan et compagnie. Donc, le passé était déjà fourni, était déjà équipé avec cette notion d'agriculture urbaine. Donc, on ne va pas fabriquer autre chose que de continuer ce que nos anciens ont déjà élaboré et de manière très intéressante. Un autre atout aujourd'hui, c'est qu'il y a l'élaboration d'un projet d'aménagement particulier dédié à la vallée. Je ne sais pas où ça en est, mais j'ai entendu dire qu'il y a un projet dédié à cette vallée qui est en cours d'étude. Donc, les gens sont sensibles, c'est-à-dire que les études sont là, elles sont en cours. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a aujourd'hui à Meknès un patrimoine culturel, architectural et gastronomique riche par cette tradition, et en plus par des populations qui y vivent. C'est-à-dire que ce n'est pas passif. Il y a des gens qui sont là. Donc, il suffit de redynamiser le processus ou de remettre un peu d'ordre dans cette manière de relier le patrimoine au tourisme. Alors, ce sont des cartes. Là, je passe un peu à la partie, si vous voulez, un peu urbanisme, les cartes, ce qui nous permet de visualiser les 3 vallées. Je n'ai pas le truc, mais bon, ce n'est pas la peine. Vous voyez très bien qu'il y a de part et d'autre de cette traversée la Médina d'un côté vers la gauche, de l'autre côté la ville nouvelle, et puis des densités minérales assez fortes. Et comme on voit,
ça égrène un petit peu, c'est en train de pousser vers la vallée, mais en même temps, heureusement, il y a encore du vert et il faut le préserver. La ville est aussi, comme j'ai dit, il y a beaucoup de services liés à l'agriculture et à l'industrie agroalimentaire. Donc, allons dans ce sens, dans cette tendance. Chose très intéressante, c'est que cette vallée, heureusement, elle présente des espaces difficilement urbanisables, difficilement constructibles. Et heureusement, parce que sinon on aurait encore étalé du bâtiment et du bâtiment. C'est une vue que vous avez dû voir tout à l'heure de l'hôtel, du restaurant, où on voit encore ce contraste qui est très intéressant à prendre. Imaginez si, en avant-plan, on commençait à construire de nouveau, qu'est-ce que ça aurait été? Et là, le principe, qu'est-ce qui fait la carte postale? C'est ce contraste entre une grande partie végétale, une grande masse végétale, et puis une grande masse minérale derrière, avec des repères qui sont plus hauts que le reste et qui ne sont que le symbole des mosquées. Donc là, le texte, je veux bien le lire parce que je trouve qu'il est bien. La vallée de Boufkran marque et démarque le territoire de la ville et pourrait devenir un corridor vert, réservoir de biodiversité, mais aussi espace de loisirs et de détente. La partie qui est en rouge, en bas, c'est ce que j'ai relevé dans cette charte. C'est pris de cette charte pour... la charte, elle est de 2018. Elle est en cours actuellement. Et cette charte, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la vallée de Boufkran, c'est un périmètre circonscrit, c'est-à-dire fermé, très délimité, autonome, effacé, exclu des dynamiques urbaines et soumis à des altérations d'ordre environnemental et urbain. Donc c'est un corps qui n'est pas malade, mais qui peut le devenir. Donc il faut prendre conscience de ça. Elle parle, cette charte, d'une approche d'aménagement qui est inappropriée. Elle parle aussi des problèmes d'accessibilité. Elle parle aussi des problèmes de lisibilité. Et cette charte, elle est quelque part là dans le circuit. Je pense que c'est la pote pourra nous donner plus d'informations sur le circuit et où est-ce qu'elle en est. Je finis alors par des recommandations un peu d'ordre général, mais en même temps des recommandations qui sont en rapport avec le thème du sujet. Et pour dire que le plus important, si vous voulez, c'est d'abord au niveau des services publics, c'est-à-dire au niveau de ceux qui doivent agir, ceux qui doivent décider. Et là, comment faire pour encourager le développement de l'agriculture urbaine en faveur d'une dynamique locale? Il faut, je ne sais pas, là je le dis, c'est un vœu, c'est un souhait, mais il faudrait voir comment on peut le concrétiser, encourager l'approche multi-acteurs et la concertation. Sans la concertation, on ne peut absolument rien faire, et vous le savez. Il faut renforcer les liens fonctionnels dans la ville et favoriser la mixité fonctionnelle. C'est quoi la mixité? C'est de ne pas avoir que des logements dans une zone, ou des bureaux dans une autre zone, ou des équipements ou un supermarché dans une autre zone, mais de faire en sorte qu'il y ait de la mixité entre ces fonctions qui sont là pour que le citoyen puisse éviter d'avoir la voiture, de prendre la voiture pour faire 10 km, pour aller plus au travail. Bref, c'est dans un cadre, si vous voulez, de recherche de l'économie dans un sens global de la société. Il faut identifier des leviers puissants pour la mise en œuvre de projets sectoriels, proposer une planification spatiale pour la mise en œuvre de projets, et je crois que, comme on a dit tout à l'heure, il y a un STO, schéma directeur d'aménagement urbain, qui est en cours d'étude et qui est en phase, je crois, d'homologation. Proposer aussi, ça c'est les services techniques, hydrauliques et autres, de proposer des démarches pour optimiser les ressources naturelles en eau et le sol aussi. Proposer des mécanismes de pérennisation des projets. C'est clair, il faut que les projets ne soient pas faits puis abandonnés, mais leur donner une certaine durée de vie.
Et puis j'y tiens, et je pense que cette Meknes a été conçue, et heureusement comme ça, dans les années 1910-1912, quand on a proposé un plan d'aménagement de cette ville, on a préservé la Médina. La Médina est restée comme une entité historique, pas figée, mais presque. Et puis on a dit, ok, on veut construire du nouveau, ben, ce qu'on a fait avec la ville nouvelle, de l'autre côté. Donc il y a ce respect, si vous voulez, qu'on a donné à un moment donné à la Médina, à la vieille ville d'Ila. Alors, c'est une vue de, je ne sais pas si les gens de Meknes connaissent, c'est une vue des remparts à partir du golfe. Et là, il y a, de nouveau, je peux répéter ce que j'ai écrit ici, c'est que la valorisation du patrimoine est une source de notoriété pour la ville et favorise son développement touristique. Elle suscite également dans la population un sentiment d'appartenance à la ville et favorise une appropriation par les habitants de l'espace qu'ils habitent ensemble. Encore la même vue que tout à l'heure, la carte postale dont j'ai parlé. Et en guise de conclusion, je pense que développer, promouvoir l'agriculture urbaine dans le cadre d'un développement durable équilibré et une vision globale intégrée en vue de renforcer l'attractivité de la ville et sa compétitivité aux échelles régionales et nationales. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le souci. Je pense que ça a été intéressant de voir aujourd'hui, de partager avec l'assistance un nouveau concept qui pourrait contribuer à développer une niche qui pourrait bien évidemment se transformer en un véritable produit pour la destination de Meknes et pour le développement de Meknes, du paysage urbain de la ville de Meknes. Je pense que c'est assez intéressant comme réflexion qu'il faudra certainement pousser et qu'il faudra mobiliser les acteurs pour qu'ils puissent prendre forme réellement et qu'ils puissent devenir quelque chose. Et éventuellement, si je peux me permettre, qui devrait aussi encourager les acteurs locaux à aller vers un plan vers de la ville, un véritable plan vers de la ville, qui puisse intégrer un peu toute la démarche de la valorisation des vallées pour faire une ville aujourd'hui agréable à vivre, où on sent l'épanouissement de l'être. Merci encore une fois. On passe à la deuxième partie de la présentation qui touche cette fois-ci, pour revenir au tourisme directement, et qui devrait toucher le cycle du voyage touristique. Alors, l'ensemble des acteurs du cycle de voyage touristique nous sera présenté par la direction régionale du tourisme de Meknes. C'est Amine, à vous la parole. Mesdames et messieurs, bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter, Rachid Amine. Je suis un service d'aménagement, de la promotion d'investissement touristique à la délégation régionale de tourisme de Meknes. Et c'est une occasion que nous saisissons encore une fois pour applaudir l'association Ismaïlia Cobra ainsi que ses partenaires, en particulier la délégation régionale de tourisme et bien sûr les autres partenaires, d'avoir réussi à concrétiser cette troisième édition du Forum international effectivement de tourisme de Meknes. Donc nous avons choisi cette année de se pencher sur la question, ou plutôt sur une nouvelle approche aujourd'hui qui devient modèle effectivement de développement touristique, pas seulement au Maroc mais bien sûr dans tout le monde, c'est-à-dire une approche qui a essayé de zapper la question classique du produit et se concentre de plus en plus sur la question de l'expérience touristique. Alors cette présentation normalement porte sur ce sujet en termes de responsabilité des acteurs pour effectivement rendre cette expérience suffisamment fiable et suffisamment prometteuse pour qu'il soit une source
de réinvestissement dans ce secteur. Alors, comme vous savez, aujourd'hui, les opérateurs touristiques commencent à raisonner expérience. Et ça commence à devenir une obligation, ce n'est plus un choix. Et au lieu de pencher sur la question de produit, le sens s'est inversé. C'est-à-dire penser expérience et revenir sur la question de produit pour mieux l'améliorer, pour mieux l'adapter, à répondre aux attentes et aux besoins les plus l'attente bien sûr des visiteurs et surtout des marchés de plus en plus expérimentés, de plus en plus matures. Et bien sûr, afin de donner du sens à la consommation touristique et de créer un lien émotionnel durable, et cette approche normalement s'appuie d'abord et avant tout sur le comportement du touriste et sur ses besoins les plus, comme j'ai dit, les plus discrets en matière effectivement de loisirs et de voyage. Alors l'expérience touristique se conçoit depuis le point de vue bien sûr du client. C'est le point de départ. Elle permet d'aligner la promesse d'une destination avec la réalité du terrain et conditionne ainsi l'image de la destination. Ainsi, mieux comprendre et appréhender la question du comportement du touriste et ses attentes et ses besoins permet de dégager des pistes de réflexion pour le développement de l'image de la destination. C'est devenu fatal. C'est-à-dire une destination qui ne pourrait pas se configurer optimalement sans se recourir effectivement aux différentes fluctuations du comportement du touriste. Un touriste, c'est un client. Il faut toujours se mettre dans la tête de ce client. Il faut effectivement piocher là où il y a effectivement le trésor en matière, effectivement de ses besoins. On n'a pas besoin de lui poser la question, mais on a besoin effectivement de vérifier ses propres intentions, mais surtout ses propres réactions par rapport à son expérience. Le fait de penser en termes d'expérience touristique nécessite de se pencher entre autres sur le vécu du touriste et sur les étapes qui forment l'acte de voyage, avant, pendant, mais surtout après. Alors, cette présentation, on va essayer de la développer sur 3 axes essentiels. Tout d'abord, la destination touristique vécue, l'affaire touristique en tant que responsabilité collective, les mesures récurrentes pour l'amélioration de l'expérience touristique. Pour le premier axe, qu'est-ce que l'expérience touristique? Alors, selon les définitions les plus classiques, c'est une interaction des sentiments et des perceptions que le touriste entretient avec la destination visitée à travers un socle de caractéristiques liées à l'expérience et au cours de laquelle le touriste, tout d'abord, s'émerge dans les lieux visités, participe à des activités, mobilise ses 5 sens, rencontre, échange et découvre des modes de vie, partage des moments et se vient bien sûr et il produit des souvenirs uniques et mémorables. Ces interactions du touriste avec les lieux visités s'effectuent à différents niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau sensoriel. C'est le premier point de départ, c'est le point d'entrée. Donc, c'est une stimulation des 5 sens. Le deuxième niveau, c'est un niveau émotionnel, et l'éveil des sentiments. Le troisième niveau, c'est cognitif, avec la stimulation de l'information et bien sûr de l'esprit. Le quatrième niveau, c'est collatif, la collaboration, la coproduction, mais surtout l'apprentissage. Le 5e niveau, c'est social, c'est la création de liens, c'est tisser des liens avec les êtres qui entourent effectivement le touriste. Niveau serviciel, c'est-à-dire la construction d'une relation durable avec la destination
et ça concerne effectivement la partie la plus inconsciente de l'esprit d'un touriste. La destination vécue ne peut être appréhendée de façon pratique qu'en mettant l'accent sur le comportement et les besoins du touriste le long de son parcours de voyage. Un cycle fait de 3 étapes. Il faut aujourd'hui effectivement avoir l'audace de ne pas synthétiser ou banaliser le voyage, mais surtout d'aller le vérifier de plus proche et surtout de le scinder en étapes, en sous-étapes. Alors, pour simplifier, on va se contenter tout d'abord par une composition par 3 grandes étapes de ce parcours. La première étape, dite pré-voyage, dans laquelle le touriste songe à une destination, fait son choix, planifie et réserve son voyage pour une destination dont la promesse se rapproche de ses attentes. C'est-à-dire qu'il est en train de formuler une promesse. Et je crois que c'est la plus importante chose faite par un touriste avant de prendre la décision. Et en tant qu'acteur, nous sommes responsables dans cette formulation de promesse. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre tout à l'heure. Deuxième étape, c'est le voyage, c'est-à-dire le concret, ce que le touriste fait, ou plutôt concrétise lors de l'exécution de sa décision de voyager. Ce sont des interactions directes du touriste avec la destination, ses offres, la confrontation de la promesse à la réalité. Cette étape suppose un ensemble de maillons dont la qualité structurelle et fonctionnelle impacte le ressenti du touriste par rapport à la destination et sa perception par rapport à la destination. Par la suite, ça vient l'étape la plus, je crois, c'est le terrain fertile de l'investissement des acteurs, mais surtout des professionnels, c'est l'étape post-voyage, c'est-à-dire l'étape dans laquelle se termine le voyage et ça commence finalement les réactions et les feedbacks du touriste. Donc c'est en fin de voyage, le touriste commence à partager son expérience, son vécu. Donc il devient soit ambassadeur, soit un trouble-fait. Et c'est par rapport à son vécu qu'on pourrait effectivement évaluer son expérience. Alors, l'affaire touristique, comme vous le savez, c'est une affaire de tout le monde. Mais principalement, il compte sur 2 types d'acteurs. Il y a bien sûr des acteurs qui sont concernés directement par cette affaire, mais bien sûr, il y en a d'autres acteurs qui ont une responsabilité indirecte, mais il est très important, c'est une responsabilité d'appui. Alors, pour les acteurs directs, ce sont les acteurs institutionnels, professionnels du secteur et les élus. Pour les acteurs indirects, ou qui ont un rôle d'appui, c'est particulièrement la société civile, les acteurs de la formation de l'université et bien sûr la communauté scientifique en général. Alors chacun de ces groupes d'acteurs participe à la construction de l'image de la destination en contribuant lors d'un ou plusieurs maillons du chemin du touriste dans une destination. Lorsque le touriste décide de visiter une destination, une image virtuelle de l'expérience attendue se crée. Ce sont des attentes. Cette destination choisie présente une image proche de ses attentes, une expérience promise. Une fois sur les lieux de la visite, c'est la réalité, c'est le concret. L'expérience attendue est confrontée à celle promise. Donc, on est en train d'évaluer le virtuel avec le concret, avec la réalité. Et la comparaison se fait instinctivement.
Donc soit on a un résultat positif, c'est-à-dire le client, le touriste, il est enchanté, parce que là on ne pourrait pas parler de satisfaction, mais c'est de l'enchantement, soit il est mécontent. Et là c'est la catastrophe parce que ce mécontentement, il ne va pas seulement rester entre ses bras, effectivement, dans son esprit, mais il y a toujours un acte de partage, un acte de promulgation, plutôt de diffusion de la mauvaise expérience. Afin de mieux comprendre les besoins des touristes lors de la visite d'une destination et de mettre la lumière sur des pistes de réflexion pour l'amélioration de l'image de cette destination, il est indispensable d'approcher de plus près le cycle de voyage. Pour être plus concret et pratique, les maillons de cycle du voyage ont été représentés en fonction spécifique et plutôt en fonction des spécificités de la ville de Meknès. Alors, le pré-voyage, c'est-à-dire la première composante du parcours de voyage. Alors, l'étape du pré-voyage, c'est une étape prise en place des détails du voyage. Lorsque une personne décide de voyager, la première chose qu'il fait est de commencer à chercher la destination. Alors, la recherche peut se faire soit par un outil informatique, soit par le bouche à oreille, soit par la mobilisation de tous les supports qui pourraient se permettre, qui pourraient s'exposer effectivement pour avoir l'information sur ce voyage, soit sur le thème, soit carrément sur la destination. Deuxième étape, il faut être convaincu du choix avant de prendre la décision. Et pour être convaincu, il faut effectivement mobiliser les arguments, être suffisamment proche de vos attentes. Donc c'est une étape très importante dans la concrétisation, plutôt pour arriver à la phase de la décision. Une fois convaincu, on commence quelque chose de concret, c'est-à-dire la planification, c'est-à-dire on passe au détail. Donc on essaie de décortiquer l'avant-décision par la prise de quelques mesures. C'est-à-dire s'il faut faire des vaccins, s'il faut chercher des proches, s'il faut télécharger des cartes et ainsi de suite. Et enfin, c'est la réservation. C'est une étape qui reste très importante, c'est-à-dire qu'on commence à payer, c'est-à-dire qu'on commence à bloquer carrément une plage horaire pour la visite et en même temps préparer notre présence dès le voyage jusqu'au retour. Alors, quelques pistes de réflexion par rapport à cette étape, et effectivement qui pourrait mettre de la lumière sur la responsabilité de chacun de nous dans cette phase. Alors, tout d'abord, on est appelé à mettre en place une image de marque de la destination de Meknès. C'est-à-dire, il s'agit d'attribuer au territoire une identité pour l'ensemble de ses activités marchandes, dont celle du tourisme. En d'autres termes, de les rendre identifiables. Chose malheureusement qui manque, je dirais, c'est une source de souffrance de la ville de Meknès. On est mal identifié sur les différents moteurs effectivement de recherche. Deuxième mesure, c'est la structuration effectivement de l'offre touristique. Et c'est une structuration qui à notre sens, très importante, parce que s'il n'est pas suffisamment structuré cette offre, on est en train de casser la promesse dès le départ, même avant l'arrivée du touriste. Renforcer la visibilité de la ville de Meknès sur Internet et particulièrement sur les réseaux sociaux. Et bien sûr par la création d'un site d'Internet de la ville de Meknès, mais surtout la première, c'est-à-dire devenir plus visible sur les réseaux sociaux parce que ça devient un créneau important effectivement pour être suffisamment vendable sur un marché de plus en plus concurrentiel et compétitif.
Quatrième mesure, la structuration du calendrier effectivement événementiel annuel de la ville de Meknès. Et ça, c'est un problème malheureusement qui se reproduit chaque année. Nous avons beaucoup d'événements, mais qui sont très mal répartis sur le calendrier annuel. Alors actuellement, pour cet événement du FITAM est là, il y a un événement juste à côté, d'accord, de l'immobilier et de la promotion immobilière. Donc malheureusement, il n'y avait pas une réflexion suffisamment intelligente pour qu'on puisse avoir les deux événements sur deux périodes différentes. Comme ça, on pourrait mieux gagner en matière d'orientation et bien sûr des visiteurs, et en même temps de meubler le vécu quotidien du visiteur. Donc tous les acteurs, par ordre de priorisation, sont responsables par rapport à ces mesures et par rapport à ce qu'ils devraient faire dans cette première étape effectivement de prévoyage. Alors, le voyage, comme c'est déjà expliqué dès la première étape, c'est une étape fondamentale. Et d'ailleurs, lors des élocutions de ce matin, les différents responsables, le gouverneur, le président de la commune, le président de la Société marocaine d'ingénierie touristique, ils ont insisté sur cette question du transport aérien comme un nerf de bataille, effectivement, un cheval de bataille de la question du tourisme. Alors, si on est mal par rapport effectivement par rapport à la question du transport, on ne pourrait pas garantir à nos visiteurs un voyage serein, rapide et surtout efficace. Donc, le transport, c'est un segment essentiel du tourisme. Il est indispensable de fournir des infrastructures adaptées et des moyens de transport adaptés et adéquats pour faciliter la mobilité, l'efficacité et l'interconnexion des transports qui influent bien sûr sur la mobilité des visiteurs. Alors, donc si c'est fait, donc on arrive à faciliter. Si ce n'est pas fait, donc c'est un obstacle dès le départ. Même des fois, on peut trouver carrément des clients qui sont dissuadés qui relancent effectivement le voyage dès la phase de réservation. Alors, le voyage d'un site à un autre exige l'aménagement d'actes de repos. Pourquoi les actes de repos? C'est très important effectivement de marquer des pauses lors du voyage. Pas seulement du lieu de départ au lieu de destination, mais surtout à l'intérieur de la destination. Et c'était toujours l'un des grands problèmes, effectivement, des grandes destinations culturelles. C'est-à-dire, des fois, on propose des circuits à 12, à 16, même à 20 km sans avoir un point d'arrêt. Et pour les jeunes, ils pourraient quand même endurer, mais pour les touristes, surtout qui sont intéressés par le tourisme culturel, la plupart du temps, ce sont du troisième âge et même plus, c'est très difficile de les convaincre de faire tous les circuits. Des fois, ils renoncent carrément de faire le circuit parce que c'est vraiment dur. Donc, mettre des points d'arrêt, effectivement mobiliser les moyens de confort dans des points spécifiques, ça devient impératif pour effectivement rester, pour séduire, et en même temps pour permettre à mieux vendre. C'est-à-dire, lorsqu'on scelle, lorsqu'on rend le produit suffisamment illisible, on peut le vendre mieux. La prestation touristique, ça veut dire, c'est-à-dire on trouve des prestataires qui concernent tous les maillons, toutes les activités touristiques. Donc c'est très important de s'offrir ces prestataires. Sinon, on ne peut pas effectivement attendre à satisfaire. Les services de base, c'est très important effectivement d'assurer et de rassurer les clients, les touristes. Donc, sans des prestations qui concernent par exemple la sécurité, la santé, l'information, et on devient toujours inefficace. Un lieu qui manque, vous savez bien, tout projet touristique réussi doit répondre à trois conditions. L'attractivité, l'accessibilité, mais surtout la sécurité.
Donc parmi les services de base, c'est la sécurité pour assister et rassurer effectivement les touristes. Les espaces publics. Alors, on croit toujours que c'est la raison d'être plutôt du voyage, c'est-à-dire ce que cherche un touriste. Là où il